Jeanne Burgar-Goutal et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Vous êtes agrégé professeur de philosophie, vous enseignez actuellement à Marseille et vous menez depuis plusieurs années un travail de recherche sur l'écoféminisme. Vous avez déjà publié plusieurs textes à ce sujet. Et le jury du prix du livre d'écologie politique a choisi cette année de vous décerner le prix pour votre ouvrage Être écoféministe, théorie et pratique, paru aux éditions de l'Échappée. Toutes mes félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Et pour commencer, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'est né ce projet de recherche et qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce sujet? À l'origine, c'était avant de devenir un livre, c'était censé être une thèse de doctorat en philo. En fait, ça faisait plusieurs années que j'enseignais la philosophie au lycée en Normandie et que je m'interrogeais, mais de façon isolée, sur le féminisme d'un côté ou plus largement sur le rapport entre les sexes, la différence des sexes, et puis d'un autre côté sur des questions liées à l'écologie, à la critique de la civilisation moderne, à la critique du progrès, à la critique du capitalisme. Mais j'avais jamais vraiment fait de lien entre ces sujets. C'était des interrogations qui étaient à la fois théoriques, philosophiques, et des interrogations vécues liées à des expériences, à mon expérience d'être une femme dans cette société, à mon expérience aussi là où je vivais en Normandie, je vivais avec un réalisateur de documentaires écolo qui se définissait comme écolo hardcore. Et D'accord. du coup, là, il était complètement décroissant dans la maison. Je pense que ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas acheté un vêtement, un meuble. Il avait plein d'amis qui vivaient dans des maisons en paille qu'ils avaient construites eux-mêmes, dans la forêt, etc. Donc, en fait, tout cet ensemble d'expériences et de questionnements ont trouvé un point de convergence un petit peu par hasard, en fait, quand j'ai découvert dans un documentaire de Colin Serrault, des passages d'interview de Vandana Shiva, donc qui est une des figures de proue de l'écoféminisme, et qui, dans ces passages, faisait explicitement le lien entre la dégradation de l'environnement, les politiques de développement en Inde, en l'occurrence, et la dégradation de la condition féminine, donc entre des questions qui m'intéressaient mais dont j'avais jamais vu les liens, et ça m'a vraiment donné envie de me plonger plus profondément dans le sujet et de commencer vraiment une recherche là-dessus. D'accord. Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées lorsque vous avez cherché justement à définir l'écoféminisme? Alors, ce qui est difficile, c'est que en fait, c'est pas du tout un courant unifié, mais c'est plutôt une sorte de nébuleuse qui est très très diversifiée, à la fois sur le plan théorique et à la fois historiquement, géographiquement, politiquement. Euh, D'autant que l'histoire de l'écoféminisme n'est pas du tout une histoire linéaire. Il y a eu des périodes d'essor, des périodes de déclin. Il y a beaucoup de difficultés aussi à cerner les contours de l'écoféminisme, puisque entre les collectifs ou les autrices qui se disent explicitement écoféministes et qui sont pas très nombreuses, et les luttes environnementales menées par des femmes qui, pour le coup, sont très très nombreuses et se situent dans plein de points du globe, c'était difficile d'essayer de trouver à la fois le plus petit dénominateur commun euh, entre ces différentes luttes, de savoir quelle lutte inclure dans le mouvement sans que ça soit leur attribuer de l'extérieur une étiquette qu'elles ne revendiquent pas, comment trouver l'unité de cette diversité sans réduction, parce que justement une des forces du mouvement et qui a toujours été revendiquée comme telle, c'est cette diversité. Donc c'était un peu ça la difficulté de trouver comment on peut donner une intelligibilité à une telle diversité de luttes, de pratiques, puisque sur plein de continents, à plein d'époques, donc c'est un mouvement qui est né dans les années 70, donc ça fait déjà 45 ans, on va dire. Euh, et donc, il a fallu essayer voilà, de trouver le point d'équilibre pour rendre ça compréhensible sans réduire excessivement. D'accord. Et justement, vous avez
cherché à faire ça dans la première partie de votre essai qui s'intitule Her Story. Et dans cette partie, vous revenez sur un peu spécifiquement sur le cas français. On sait que le terme écoféministe aurait été inventé en France par Françoise Daubonne. Et pourtant, le mouvement, il a peu essaimé dans notre pays. Comment est-ce que vous l'expliquez? Effectivement, ça peut sembler paradoxal, mais ça s'explique par plusieurs facteurs, à la fois des facteurs historiques qui sont liés au positionnement un peu marginal de Françoise Daubonne dans le mouvement de libération des femmes en France, à ses prises de position qui étaient beaucoup plus radicales que l'ensemble du mouvement. Donc c'est une figure qui, au sein du féminisme français, était controversée, prônait la contre-violence révolutionnaire, avait un discours très très radical, ce qui a empêché que ça devienne dominant au sein du mouvement de libération des femmes. Et en dehors de ces raisons historiques, ça s'explique par des raisons plus philosophiques ou plus conceptuelles liées à la notion de nature et à l'histoire du terme de nature en France, et en particulier dans le féminisme français. C'est-à-dire que un des grands axes du féminisme français, dans la lignée de Simone de Beauvoir, c'est de dénaturaliser les femmes et la féminité. Donc avec la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire la féminité n'est pas une nature, mais une construction sociale, une construction culturelle. Du coup, l'écoféminisme qui réintroduit la question de la nature dans la sphère féministe a paru être quelque chose de beaucoup trop dangereux pour les féministes françaises. Ce qui fait que malgré l'œuvre abondante de Françoise Daubonne, malgré le fait qu'elle ait fondé un collectif écoféministe qui s'appelait Écologie Féminisme Centre, et malgré les tentatives de la part des écologistes dans les années 70-80 de tendre des passerelles aux féministes, en fait, cette rencontre n'a pas pu se faire, puisque cette idée de réarticuler d'une certaine façon la question de la nature et la question de la féminité ou de la différence et de la domination sur les femmes a paru vraiment un terrain miné pour les féministes en France. Et justement, sur cette question d'articulation de la nature et de la féminité, est-ce que vous pouvez développer cet aspect et quelle réflexion il y a autour de la nature dans le mouvement écoféministe? Alors, ce qui est déjà peut-être un point ou un malentendu très fréquent à dissiper, c'est que souvent, quand on connaît un petit peu l'écoféminisme, mais pas beaucoup, on croit que l'écoféminisme associe les femmes et la nature et valide l'association, une des associations qui serait au cœur de la pensée patriarcale, qui considérait que les femmes sont plus proches de la nature et d'une nature infériorisée, associée à une sorte de dimension qui serait séparée et inférieure à la rationalité, l'humanité pleine et entière, la culture, la liberté, etc. Donc évidemment, en fait, c'est pas du tout ce que veulent faire les écoféministes. Leur idée, c'est d'articuler plutôt la domination de la nature et la domination des femmes, non pas les femmes et la nature. Ce qui les amène en fait à repenser de fond en comble la notion de nature et le dualisme nature-culture, puisque comme elles souhaitent quand même revaloriser la nature, elles ne peuvent pas se contenter de reprendre l'image dualisée de la nature comme un ensemble, une matière inerte qui serait dépourvue de conscience, dépourvue de liberté, dépourvue de rationalité ou dépourvue d'intentionnalité du moins, ce qui va les amener à repenser la nature hors du dualisme nature-culture. Alors en fait, en France, par exemple, c'est particulièrement depuis les travaux de Philippe Descola qu'on essaie de dépasser le dualisme nature-culture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le corpus écoféministe, c'est une tâche philosophique qu'on trouve dès les années 70, de repenser la nature hors de ce dualisme, de s'inspirer pour cela de visions du monde non occidentales, alors parfois romantisées, parfois idéalisées, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de trouver des sources de pensée
ailleurs que dans la pensée occidentale moderne et dans la rationalité scientifique moderne, pour repenser la nature et réintroduire au sein de la nature, et donc, que ce soit dans la question du monde végétal, du monde animal, de la nature comme un tout, réintroduire des dimensions de conscience, d'intentionnalité, de liberté qu'on a complètement occulté en fait dans la modernité. D'accord. J'aimerais revenir un petit peu plus sur votre démarche. Ce qui m'a frappé, c'est que dans l'interlude de votre essai, vous confessez vos doutes justement sur certaines théories écoféministes. Pourquoi c'était important pour vous de le faire? C'est vrai qu'en fait, j'avoue que ça m'a beaucoup soulagée de d'oser écrire cet interlude parce que pendant longtemps, donc mes recherches elles ont duré de nombreuses années Mm. et j'ai eu beaucoup de difficultés à me situer parce que donc moi j'ai une formation de philosophie. Voilà, je suis professeure de philosophie. Jusque-là, j'avais écrit que des choses qui n'étaient pas clairement politiques ou pour lesquelles j'avais pas à me confronter à un mode de pensée militant. Et donc, dans tous les travaux que j'avais fait jusque-là, sur Nietzsche, sur Hegel, sur Sloterdijk, sur Rousseau, ça n'avait jamais posé de problème que je sois ni pour ni contre et que j'aborde les choses avec une sorte de curiosité philosophique, de liberté d'esprit philosophique, en examinant les théories et sans me positionner. Et en fait, avec l'écoféminisme, je me suis rendu compte que ce positionnement philosophique, il apparaissait comme un non-positionnement ou comme une forme de lâcheté, voire comme l'aveu que si j'étais pas pour, c'est que implicitement j'étais contre. Et toute ma difficulté a été de voir comment je pouvais mener cette recherche et écrire et faire partager ma réflexion sans tomber dans le pour ou contre. Parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas ni d'écrire un livre qui soit une apologie de l'écoféminisme qui en occulterait les limites et les contradictions. Et ça ne m'intéressait pas non plus d'écrire une critique de l'écoféminisme en soulignant juste les points faibles du mouvement. Donc, j'avais besoin de trouver cette sorte de ligne de crête, du ni pour ni contre, mais en même temps pas non plus un truc faussement neutre ou un peu mou, et du coup de clarifier et vraiment d'écrire noir sur blanc les raisons de mes doutes et aussi une sorte de transformation du regard, puisque dans cet interlude, j'explique que je ne crois pas à l'écoféminisme, mais j'explique aussi en quel sens ça m'a amené à complètement transformer ma vision de qu'est-ce que ça veut dire croire à quelque chose. Et que peut-être les critères philosophiques de la rigueur argumentative devaient passer au second plan derrière croirant au sens de vouloir faire advenir, avoir une foi qui soit porteuse d'action en quelque chose. Voilà du coup les raisons de cet interlude qui perturbe pas mal les lecteurs. Et oui, c'est assez rare de lire ça dans un ouvrage de philosophie. Et justement, j'aimerais que vous développiez un petit peu plus cette dimension performative que vous venez d'évoquer au sujet des discours et des idées écoféministes. Oui, alors, donc moi c'est vrai que le rapport que j'ai à l'écoféminisme, il est assez particulier puisque, comme j'ai dit, je viens pas du militantisme, je viens de la philo. Et donc, pour moi, pendant les premières années de recherche sur le sujet, j'ai mené une recherche très classique en bibliothèque avec énormément de lectures, d'ouvrages. Et ce qui comptait pour moi, ce qu'on m'avait toujours appris qui était l'essentiel philosophiquement, c'était est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est exact, sur quels arguments sont fondées les théories écoféministes, sur quelles preuves ça repose, est-ce que scientifiquement ça tient la route, et je continue à considérer que ce sont des questions importantes, mais il m'est apparu qu'en fait, si je m'en tenais à cette vision-là, c'est un peu comme si je marchais sur un seul pied. Et que quand on aborde un mouvement qui se veut pas purement théorique, qui vise pas la pure spéculation ou la pure rigueur argumentative, mais qui est un mouvement qui est aussi un mouvement d'action, un mouvement politique, un mouvement qui cherche à transformer notre vision, à transformer le monde, le pur critère théorique était totalement incomplet.
et qu'il fallait nécessairement trouver mon deuxième pied, en fait, auquel j'étais pas habituée en tant que philosophe, mais trouver le pied de la pratique, de l'action, et me poser aussi des questions de qu'est-ce qui est transformateur dans une pensée, quels effets produit cette pensée. Et ce qui, en réalité, pour les femmes ou les collectifs qui se définissent écoféministes, est plus essentiel. C'est un discours qui vise à nous transformer, à transformer nos économies, nos sociétés, nos psychismes, nos manières de faire. Et dans cette mesure, il y a vraiment besoin, je crois, des deux questions de quel effet produit ce discours politiquement, psychiquement, en pratique, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça transforme en nous, et aussi quand même le critère de, voilà, si on perd tout critère de rationalité, c'est dangereux aussi, mais il y a voilà, deux pieds sur lesquels il faut marcher. D'accord. Et vous insistez aussi sur le fait que les discours écoféministes sont une arme de destruction massive. Vous écrivez, et un outil de déconstruction critique. À quelle réflexion cela vous a mené? Oui, arme de déconstruction massive, c'est parce que un des aspects de l'écoféminisme, c'est de mettre en évidence un certain nombre de biais et d'impensés de nos discours, que ce soit des discours du quotidien ou des discours plus savants. Euh, la lecture écoféministe, donc dans mon livre, j'utilise l'image des lunettes écoféministes, mais c'est vrai que ça donne un certain regard, en fait, sur toutes sortes de discours qu'on peut trouver à la fois dans les films, dans les livres, dans les pubs, les séries, dans les discours du quotidien, dans la culture populaire, et à la fois aussi dans des ouvrages de sciences humaines, de philosophie, de sociaux, d'économie, etc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la puce à l'oreille, grâce à cet angle écoféministe, sur les dimensions patriarcales, androcentriques, anthropocentriques, ethnocentrique, néocolonial, antinaturaliste, on s'aperçoit en fait que c'est un paradigme qui implicitement traverse vraiment énormément de discours. Et je donne quelques exemples dans le livre, tirés de grands classiques des sciences humaines. Donc en relisant Locke, Lévi-Strauss ou différents philosophes à travers cet angle-là, on s'aperçoit qu'en fait, dans plein de phrases, de façon totalement implicite, et que j'avoue, j'avais jamais vu avant et que j'avais enseigné tout à fait naïvement à mes élèves, etc., il y a toutes sortes de dévalorisation, de jugement de valeur et de répartition implicite entre le masculin, le féminin, l'humain, l'animal, le naturel, le culturel. Et il me semble que dans un contexte où on cherche un nouveau mode de pensée, un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport entre les sexes, un nouveau rapport entre le nord et le sud, un nouveau rapport à la nature, c'est super intéressant de découvrir à quel point en fait on est implicitement construit et traversé par cet impératif différentiel qui placerait l'humain au-dessus de l'animal et au-dessus de la nature, ou par cette vision du sujet réellement humain comme ceux qui s'arracheraient à la sphère de la matière, la naturalité, la tradition, le maternel, le pré-symbolique. Et dans cette mesure, même quand on n'adhère pas à un certain nombre de théories écoféministes, en tant qu'outil de déconstruction donc, de tous ces biais, c'est super puissant. J'ai trouvé aussi que c'était vraiment un angle très intéressant. Et pour poursuivre, j'aimerais revenir sur la seconde partie de votre ouvrage où vous faites le récit de vos rencontres avec des écoféministes en France, mais surtout en Inde. Et je voulais vous demander qu'est-ce que cette étude de terrain a apporté à votre réflexion? Alors déjà, c'était vraiment indispensable pour la réflexion, puisque comme je l'ai évoqué, l'écoféminisme, c'est pas purement une théorie, c'est aussi un mouvement qui cherche Mm. à transformer la société, transformer nos rapports entre nous et nos rapports au monde. Et donc, puisque le critère de vérité de l'écoféminisme, il n'est pas seulement est-ce que c'est exact, mais est-ce que ça marche, c'était indispensable de voir dans les faits qu'est-ce que des personnes ou des collectifs
qui se réclament de l'écoféminisme font et est-ce que ces idéaux peuvent passer dans la pratique. Euh, alors, j'avoue que j'ai commencé par aborder tout ça avec une forme de naïveté ou d'idéalisme de philosophe. Je m'étais vraiment montée de bourrichon à force de lire tous ces grands idéaux, ces utopies et ces critiques extrêmement radicales. Et donc, forcément, la confrontation au réel a commencé par être un peu une sorte de déconvenue ou de désillusion. Notamment en Inde, dans l'ONG de Vandana Shiva, où tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était des contradictions flagrantes entre les théories et les pratiques, entre les idéaux qui étaient prônés et puis la réalité de ce que je pouvais observer du fonctionnement de l'ONG. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené là aussi, à essayer de ne pas rester bloqué sur la désillusion de l'idéaliste déçu, mais d'essayer de comprendre justement pourquoi c'est pas possible de transférer une théorie dans la pratique, pourquoi des idéaux, on ne peut pas juste se contenter de les appliquer à une réalité, quelle est la logique de la réalité qui en fait est faite de contradictions, est faite de complexité, d'ambiguïté, et comment on réussit à s'insérer dans la trame de la réalité où on situe la frontière entre le compromis indispensable pour agir et la compromission. Et c'est tous ces questionnements qui m'ont amené à mettre de l'eau dans mon vin sans tomber du côté de la compromission, j'espère, et à comprendre la complexité et la patience que ça requiert de changer la réalité et pas seulement de faire des grands discours. D'accord. Et pour terminer, j'aimerais vous demander comment vous expliquez le regain qu'il y a aujourd'hui autour justement de ce sujet et quels sont peut-être aussi les écueils qu'entraîne ce regain. Ben, il faut dire que depuis quelques années, il y a un climat qui est à la fois propice à un renouveau du féminisme, qui semblait être un truc ringard il y a une dizaine d'années, et qui, avec MeToo et puis voilà, le renouveau du mouvement féministe, prend de l'importance. Et parallèlement, toutes les marches pour le climat, la généralisation de la conscience de l'urgence écologique fait qu'on est dans une situation qui est propice à cette redécouverte. J'ai l'impression aussi que, bon, là, en France, moi, il m'a semblé que c'était à partir de la COP 21 en décembre 2015 qu'il y avait eu vraiment un regain d'intérêt, une redécouverte de l'écoféminisme, justement à la conjonction de ces intérêts qui reviennent sur le devant de la scène avec une sorte d'urgence de plus en plus brûlante. Et il me semble qu'il y a eu une accélération dans la dernière année, puisque j'ai le sentiment que dans la société civile, il y a une conscience qui se répand de plus en plus, ou en tout cas un sentiment qui se répand de plus en plus d'être arrivé en bout de course, d'être arrivé à la fin d'un modèle. Et en même temps, on sent que du point de vue des décideurs politiques, ce sentiment-là ne semble pas partagé. Mm. Et que c'est comme si voilà, il y avait de plus en plus ce clivage entre une politique qui suit une forme de rationalisme un peu étriqué en recyclant les mêmes recettes d'une façon de plus en plus contraignante. Et ça me semble expliquer pourquoi il peut y avoir cette espèce de foisonnement de regain de l'écoféminisme, parfois sous des formes très surprenantes, très spirituelles, qui peuvent sembler un peu farfelues. Mais voilà, ce décalage de plus en plus criant me semble expliquer pourquoi il y a cette sorte de besoin aujourd'hui d'une pensée qui va articuler les questions de justice sociale, les questions environnementales, appeler parfois à un renouveau total de notre modèle de civilisation, voilà, y compris sur le plan spirituel. Du coup, ça me permet de faire la transition vers les écueils, puisque je dirais qu'il y en a deux principalement. D'un côté, ce qui se médiatise le plus
dans l'écoféminisme, c'est précisément ce côté spirituel et parfois d'une façon tout à fait folklorique qui peut contribuer à discréditer le mouvement. Je remarque que souvent les journalistes qui m'interviewent, euh, c'est ça qui les titille le plus, les rituels, les sorcières, et en même temps c'est ça qu'ils vont critiquer le plus. Mais on voit que ça intéresse et le problème c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que tous les côtés plus politiques de l'écoféminisme vont moins être médiatisés. Et le deuxième écueil qui va de pair en fait, c'est que dans cette médiatisation de l'écoféminisme, ça se fait souvent au prix d'une forme de dépolitisation, voire de récupération. J'évoque dans le livre une découverte que j'ai faite d'une coque d'iPhone cyclée écoféministe. Donc quand on voit des absurdités pareilles, on voit le génie du nouvel esprit du capitalisme de récupérer tout ce qui pourrait l'attaquer ou le subvertir. Et là, clairement, c'est un danger qu'on perçoit assez nettement. Très bien, bah, je pense que c'est une bonne manière de terminer cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous félicite encore pour votre travail de recherche. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que bah, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé votre ouvrage et je trouve que vos réflexions, ça peut vraiment nourrir un féminisme d'action, même si votre ouvrage paraît très critique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des passages lumineux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et j'espère voilà, que grâce à ce prix, votre travail pourra être encore plus connu et diffusé. Bah, merci beaucoup.